Bonjour à ce petit matin, matin encore de janvier, donc encore la période des vœux pour tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser ou avec qui j'ai pas eu l'occasion d'échanger. En mon nom, au nom de toute l'équipe du Conseil de l'APEX, eh ben, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. On l'espère bien meilleure que 2020 sur certains aspects qui nous sont lourds à porter. On espère retrouver plus de liberté et plus de capacité à développer nos business. Et c'est tout l'enjeu de nos entreprises. Ravi donc de vous accueillir pour cette première session. Vous avez compris, Nathalie était coincée et m'a demandé de suppléer à son absence. C'est notre première séance. Il y en a eu de nombreuses l'année dernière. On poursuit avec ces sessions d'Inspiring Stories. Alors, peut-être un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas l'APEX. Je vous rappelle que c'est le club des entreprises de l'international de la région Sud. Il est porté maintenant depuis près de 2 ans par Nathalie Agege, présidente fondatrice de Pronim, qui souhaite, à travers cette présidence, développer le côté facilitation, fluidification des contacts, des connexions entre les membres pour développer le business, transmettre les expériences, aider, fournir des conseils de ceux qui ont déjà une grande expérience de l'international à ceux qui s'y lancent ou qui se lancent sur un nouveau pays et profitent de la présence ou du savoir-faire d'autres membres. Et c'est ça l'ADN, je dirais, du club, c'est ce côté réseau et réseau d'entraide. Nous sommes dans le club aujourd'hui, un peu plus de 150 membres et partenaires, en allant des grands groupes, CMA, CGM, pour reprendre des emblématiques grands groupes du territoire, à des ETI, des PME, des TPE, des startups, et de tout type de secteur d'activité, ce qui fait aussi une richesse de ce club, c'est que ce n'est pas un club dédié thématique. Son thème, c'est l'international, mais on retrouve tous les secteurs d'activité et c'est très intéressant. Et c'est justement, je dirais, la multiplicité des savoir-faire, des secteurs d'activité dans lesquels interviennent nos membres qui font la richesse des échanges qu'ils peuvent avoir au quotidien pour accompagner chacun dans ses projets d'international. C'est aussi à l'APEX la volonté d'un jeu collectif et c'est pourquoi Nathalie a souhaité développer encore plus le réseau avec les partenaires privés et publics et elle a décidé de créer en 2020 le collectif de l'international qui rassemble plus d'une dizaine de structures, de la Cité des entrepreneurs. Isabelle, coucou, je te vois. Cap au Nord Entreprendre, les entrepreneurs du Vaune, le MEDEF, la CPM, l'UP13, les experts comptables, les commissaires aux comptes, l'accélérateur M et d'autres. Voilà, écoutez, le contexte actuel ne fait que renforcer la valeur de cette entraide. Les échanges sont très nombreux. On le voit tous les jours sur le WhatsApp dédié à l'APEX où il y a des interventions, des transferts d'informations, des demandes d'assistance et ça réagit très très vite et ça nous fait chaud au cœur de voir fonctionner ce collectif. Et bien sûr, on utilise, et ça va faire le lien avec Fabrice Cocchio, qui est notre invité d'aujourd'hui, et je l'en remercie, énormément, bien sûr, le digital. Bon, je crois que pour conclure cette petite intro, on peut dire que aujourd'hui, l'international, c'est encore plus un levier de croissance pour nos entreprises. Il est plus compliqué à aborder parce que quand on avait l'habitude d'envoyer des collaborateurs dans les pays, aujourd'hui, ils n'y vont pas. Donc, il faut imaginer d'autres solutions. Il faut faire travailler le réseau, utiliser les références actives des clients qu'on a sur place puisqu'on ne peut pas y aller pour convaincre d'autres clients. Et donc, nous espérons pouvoir encore continuer à partager et partager encore ces expériences tout au long de l'année 2021. Je vais redonner la parole à Anna. Merci encore, Fabrice, d'avoir accepté notre invitation et the floor is yours. Merci, Paul.
Merci Fabrice d'être à nos côtés donc ce matin. Vous êtes le président d'Interaction France. Interaction est passé d'une dimension européenne en étant leader des data centers européens à une dimension internationale en rejoignant le groupe Digital Realty en mars 2020, qui est leader mondial avec plus de 280 data implantés dans 24 pays. Vous avez intégré la société donc en 99 et en êtes devenu le président de l'entité France en 2011 après avoir fait vos armes donc à l'international, alors dans les secteurs de l'électronique, de la téléphonie, du numérique. Fabrice, je vous laisse vous présenter votre parcours et le métier d'Interaction. Pour ouvrir le micro. J'avais un problème de micro. Bonjour à tous. Bonne année également, bien sûr, à tous ceux qui sont connectés. Je voulais d'abord vous dire que je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour représenter surtout mes équipes qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, notamment à Marseille. Alors, je ne veux pas parler trop longuement de moi. Je ne pense pas que ça soit le plus intéressant. Effectivement, j'ai travaillé pendant des années, pendant plus de 10 ans chez Sagem, un grand acteur de télécom à la dimension internationale, en vendant des gros systèmes en Afrique, en Asie, en ex-URSS, parce que ça s'est passé juste après la chute du mur, donc des périodes un peu Far West. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir créer la filiale anglaise de Sagem et donc de me retrouver, comme souvent, un an ou deux avant qu'une nouvelle innovation arrive sur le continent européen, parce que souvent ça vient des États-Unis, ça atterrit au Royaume-Uni. Et j'ai bien vu à travers un certain nombre de mes grands clients au Royaume-Uni qu'il y avait quelque chose d'un petit peu particulier qui s'appelait l'Internet et qui commençait à avoir des impacts majeurs pour les entreprises, pour les particuliers. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre tout de suite et faire partie des fondateurs du début du groupe Interaction, qui était par nature, vous avez parlé, votre grand thème, c'est bien sûr l'international, qui était international, parce que même si on n'était que 8 à l'époque, eh bien, on avait déjà l'idée de pouvoir offrir des data centers à travers toute l'Europe pour pouvoir justement accompagner nos clients sans couture à travers tous les pays. Parce que, comme vous le savez, la data, en quelques centaines de millisecondes, fait le tour de la planète et elle ne s'arrête pas à la frontière, comme le nuage de Tchernobyl. Donc, c'était d'ores et déjà, à l'époque, en fin 98, début 99, une ambition internationale, uniquement européenne. Alors j'ai eu la chance de pouvoir donc créer la filiale française et du coup de me retrouver avec maintenant un peu plus de 21 ans d'expérience comme peut-être un dinosaure du data center nouvelle génération en France, avoir vu des périodes très compliquées. Comme tout entrepreneur, c'est forcément avec des hauts et des bas tout le temps, même si ce métier a toujours été très dynamique. Mais juste pour recaser un petit peu les grands chiffres pour comprendre un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, le groupe Interaction, alors maintenant marié avec Digital Realty, c'est, comme vous l'avez souligné, le premier acteur en termes de data center dans le monde, un peu plus de 285 data centers. C'est surtout une capitalisation boursière qui frôle les 40 milliards. C'est juste considérable. Et pour remettre ça en perspective, avec les équipes en France que j'avais montées donc à Paris, on a mis 5 ans pour atteindre le chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Donc, vous voyez, pour les entrepreneurs au cas où qui nous écoutent aujourd'hui, il faut prendre son temps des fois. Tout ne vient pas de façon immédiate. Ça a été une longue progression et beaucoup de travail. Et encore une fois, sans les collègues allemands, anglais, hollandais, français d'Interaction, jamais on n'aurait pu arriver à ce qu'on a pu faire aujourd'hui, notamment à Marseille depuis peu, puisque nous sommes arrivés sur cette magnifique ville, mais surtout pour créer un hub à Marseille, un hub complètement unique, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Merci Fabrice. Quel est le métier d'Interaction ? Alors, notre métier, il est à la fois simple et compliqué. Il est simple parce que nous sommes un acteur d'infrastructure. Nous sommes sur la première couche des infrastructures de ce qui permet le numérique. Vous avez 3 éléments qui sont non seulement indissociables, mais surtout incontournables. C'est la combinaison
des câbles sous-marins télécoms. Peut-être que les personnes qui se sont connectées aujourd'hui ne le savent pas, mais 99% des flux mondiaux de data passent par des câbles sous-marins. Il y a le deuxième élément, c'est son pendant terrestre, parce que bien sûr, tout ça se continue par une infrastructure de fibre optique de très grosse capacité. Je ne parle pas ici de la FTTH où on amène une paire de fibres dans un immeuble ou dans un appartement. Pardon. Et puis le troisième élément, c'est le data center, c'est-à-dire ce lieu d'interconnexion. D'ailleurs, interconnexion vient d'interconnexion, pour pouvoir justement interconnecter tous ces réseaux et tous ces utilisateurs entre eux. Donc ça, c'est la mission. Et les data centers, avec le temps, sont passés d'un statut entre guillemets, de salle blanche souvent interne, qui existe depuis que l'informatique existe, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à maintenant des très, très grands bâtiments. Par exemple, à Marseille, maintenant 6 ans, nous avons développé plus de 20 000 mètres carrés de salles blanches. C'est juste considérable. Pour donner une ordre d'idée, c'est plus que 2 terrains de football quand même. Donc, c'est très, très grand. Et avant de pouvoir faire cela, il faut concevoir qu'un data center, c'est une usine. C'est une véritable usine. Avant d'être une usine numérique et digitale, c'est avant tout une énorme usine électrique associée à des systèmes de climatisation, doublée d'automatisme dans tous les sens, de façon à assurer une continuité de service. Donc, nos clients viennent chez Interxion, comme chez tout agent d'externalisation finalement, parce que nous faisons mieux, plus vite, moins cher que s'ils le faisaient eux-mêmes. Mais sur cette dimension d'externalisation, c'est-à-dire où on prend des grands bâtiments et puis on va faire du sur-mesure à l'intérieur en dimension spatiale et de dimension d'infrastructure électrique. Donc, on va avoir des clients qui vont prendre 20 mètres carrés et 50 kilowatts. Et puis, on a des clients qui vont prendre 2000 mètres carrés et puis 2 mégawatts. Donc, on va faire vraiment du sur-mesure à l'intérieur de ce bâtiment. Eh bien, se double finalement une mission complètement différente, puisque nos clients, et ça qui est très important pour comprendre le métier d'Interxion et de certains de nos confrères, c'est que nous ne fournissons pas de la puissance informatique. Ce sont nos clients qui amènent leurs machines informatiques et télécoms dans nos data centers. Donc, on peut très bien travailler avec Microsoft, Jaguar Networks à Marseille, ASP Server, la Société des Eaux de Marseille, mais on reviendra un petit peu sur les clients et surtout sur peut-être les clients internationaux, puisque c'est le grand sujet de l'APEX. Donc, notre métier, c'est devenu finalement en 20 ans d'être un agent d'externalisation sur des bâtiments toujours plus grands, toujours plus résilients, permettant d'assurer la continuité de service, a bien sûr cette mission essentielle, mais doublée de la notion de hub. On va en parler sûrement un petit peu après, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du digital, pour pouvoir faire les choses, on ne peut rarement les faire tout seul. Et donc, nos clients ont besoin d'être les uns à côté des autres pour avoir la plus grande agilité, la plus grande évolutivité et surtout le faire à moindre coût et de façon très, très rapide. Nous interconnectons des clients au quart d'heure. Donc, on est vraiment rentré dans un monde de l'immédiateté, et cette immédiateté à moindre coût et facile pour nos clients, c'est la véritable mission d'Interxion. D'accord. Vous parlez de Marseille, Fabrice. Donc, Marseille est rentré dans le top 10 des hubs Internet mondiaux, numéro 9 avant Hong Kong, et vise le top 5 d'ici 2 ans. Interxion est un acteur qui compte sur le territoire depuis 20 ans maintenant. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et le contexte aide, mais vous êtes présent sur le territoire depuis 20 ans avec plus de 300 millions d'euros investis, 3 data centers et d'autres à venir. Alors, pourquoi Marseille ? Quelle est votre vision du territoire et comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs institutionnels, économiques, locaux, les entreprises du territoire également ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Et je vais essayer de répondre un petit peu dans l'ordre. Alors d'abord, pour être précis, ça fait seulement 6 ans qu'on est à Marseille, pas 20 ans. Et comme peut-être vous avez vu la carte qui s'est projetée à un moment donné, vous remarquez très facilement que dès le début, comme je le racontais, dès 99, Interxion avait pour mission d'être dans les capitales économiques. Le marché des gros data centers n'est pas un marché de territoire, c'est un marché de ville.
Et pourquoi c'est un marché de ville? Parce que ça se concentre autour des nœuds de concentration de réseaux, ce qu'on appelle dans le jargon télécom les backbones, c'est-à-dire les cœurs de concentration de réseau. Et ça, traditionnellement, c'est dans la capitale économique. Donc c'est pour ça que Interxion était à Paris, et toujours bien sûr à Paris, à Londres, à Francfort, à Amsterdam, à Stockholm, à Copenhague, à Bruxelles, à Madrid, et ainsi de suite. Marseille, c'est pas une injure de le dire, n'est pas une capitale économique. Et c'est pour ça que dans les plans de déploiement initiaux d'Interxion, il n'était pas du tout prévu d'aller à Marseille. Et puis, il s'est passé à la fin des années 2014-2015 un mouvement majeur qui est directement lié à l'atout géographique de Marseille. Parce que dans ce monde que souvent les gens considèrent comme virtuel, il n'y a rien de virtuel. C'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a des machines, des câbles qui s'interconnectent, et ça, c'est tout à fait matériel, ça se passe à un endroit, et il faut bien physiquement faire sortir un câble de l'eau sur une plage, le connecter à des machines, et la réinterconnecter à d'autres réseaux télécoms de fibre optique à travers tout un territoire local, national ou continental. Et donc, pardon, dans ce cadre-là, quand vous voulez interconnecter, on le voit bien sur cette carte, quand vous voulez interconnecter l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est avec le cœur européen, qui est constitué de 4 grandes villes, hein, que sont Londres, Francfort, Amsterdam et Paris. Alors, je dis le cœur européen parce que peu de gens, et peut-être que les auditeurs aujourd'hui le savent, peu de gens savent que ces 4 villes-là trustent 60%, alors ces villes et leurs régions, hein, trustent plus de 60% du PIB informatique, c'est-à-dire que européen. C'est-à-dire que 60% des investissements d'infrastructures, de matériel, de logiciels et autres sont réalisés dans ces 4 villes-là. Et donc, il y a des notions d'interconnexion. Ces 4 villes-là doivent s'interconnecter avec l'Amérique du Nord, soit doivent s'interconnecter avec l'Afrique, l'Inde, l'Asie, et ainsi de suite. Et en 20 ans, nous avons divisé le coût d'un câble sous-marin. Quand je dis nous, c'est la technologie, hein, pas Interxion. Nous avons divisé le coût par 10 et nous avons multiplié la capacité par 50. C'est juste faramineux puisque ça veut dire un facteur 500. Ce qui veut dire que très clairement, une liaison télécom Singapour-Marseille ou Pékin-Marseille ou Mumbai-Marseille coûte 500 fois moins cher qu'elle coûtait 10 ans ou 15 ans avant. Et donc, quand vous avez ce formidable effet de coût, alors forcément des services qui n'étaient peut-être pas forcément rentables avant peuvent du coup, c'est comme quand on vous propose dans un aéroport de prendre Vueling et pour 50 € d'aller au Baléares. Avant, il fallait peut-être payer 700-800 €, vous n'y alliez pas pour un week-end, là du coup vous y allez. C'est exactement la même idée, c'est-à-dire que du coup s'ouvrent de façon formidable des opportunités d'échanges internationaux qui ont poussé un certain nombre d'acteurs de se dire finalement, si je veux atteindre des marchés comme la Tunisie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Kenya, l'Inde et ainsi de suite, où finalement la demande n'est peut-être pas assez grande pour que je puisse installer des équipements et des machines, peut-être que je peux me mettre dans une ville comme Marseille, qui va me permettre de pouvoir agréger du contenu et distribuer du contenu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je vais être très clair avec vous, hein, Interxion n'est pas plus malin que quiconque. Nous avons juste, comme d'habitude, écouté ce que nous disaient nos clients, essentiellement nos clients américains, d'ailleurs, il faut bien le noter, qui nous disait, écoutez, il faut investir massivement à Marseille dans des infrastructures de data center parce que dans les prochaines années, nous allons déployer des infrastructures de contenu, des infrastructures réseau, des infrastructures de cloud, des infrastructures de services divers et variés autour du numérique et il nous faut un endroit sûr pour pouvoir faire cela. Alors, quand on dit un endroit sûr, c'est aussi, il faut bien le souligner, c'est tout l'avantage de l'Union européenne, c'est qu'il est un petit peu plus stable financièrement et juridiquement de poser des infrastructures à Marseille que de les mettre en Libye, au Yémen ou au Sri Lanka. Et ça, peu de nos clients le clament, mais en tout cas ici dans votre club, je peux vous le dire, c'est aussi un des critères qui joue pour pouvoir assurer justement la sécurité de ces actifs qui coûtent bien sûr une fortune. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'à cet effet de coût que j'ai mentionné, c'est ajouté un phénomène de réduction du temps de latence. Alors, le temps de latence, c'est le temps en millisecondes que met un paquet de data pour aller, par exemple, de Mombasa à Marseille ou de Mumbai à Marseille.
Et grosso modo, en 15 ans, on a divisé par 2 ce temps de latence. Et donc, l'expérience utilisateur, la capacité d'avoir des services de plus en plus lourds au niveau transport de data pour pouvoir atteindre des marchés distants a permis là également de rajouter un autre atout pour Marseille. Alors, encore une fois, il faut être très clair. Marseille, c'est devenu un hub, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'un hub, c'est un lieu de concentration, d'échanges, mais surtout d'échanges qui arrivent et qui repartent dans tous les sens. D'ailleurs, on le voit bien sur cette carte. On voit bien que finalement, la data, hein, malheureusement, les politiques, des fois, espéreraient que ça reste au sein des frontières nationales d'un pays. On voit bien que ça circule dans tous les sens et que, du coup, certaines villes s'affirment comme plus importantes que d'autres. Ce qui est assez enfin pas paradoxal, mais ce qui est très très particulier pour Marseille, c'est que entre guillemets de nulle part, et c'est un cas à notre connaissance, un cas unique dans le monde, hein, cette notion d'émergence en si peu de temps, en 5-6 ans, d'un hub mondial majeur, hein, puisque, comme on le souligne sur ce slide, ce n'est pas Interxion qui le dit, hein, c'est Telegeography, la société de conseil américaine qui est peut-être la plus compétente dans le monde pour avoir une idée de ce qui se passe sur les contenus et les datas. Eh bien, Marseille est effectivement devenu le 9e hub mondial. C'est comme si un aéroport qu'on construisait devenait du jour au lendemain un des 9 plus grands aéroports mondiaux. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, on ne fait pas voyager des marchandises ou des passagers, on fait voyager de la data. Alors, pour soutenir cette appétence de nos clients, et il faut bien le noter, essentiellement internationaux. On reviendra peut-être là-dessus parce que je pense qu'un des points critiques, c'est que les sociétés françaises, les services publics français ou les Français tout simplement de start-up par exemple, n'ont pas encore complètement saisi l'opportunité incroyable qu'ils ont devant eux avec Marseille pour pouvoir avoir une ouverture vers le monde. Mais ce qui est assez particulier, c'est que la concentration, ce n'est pas Interxion qui fait le hub, c'est la concentration de nos clients dans les data centers d'Interxion qui font le hub. C'est quand nous agrégeons à Marseille en ce moment plus de 165 réseaux télécoms mondiaux. On vient de recevoir un contrat hier avec China Telecom ou des fournisseurs de cloud, les Microsoft, Amazon, Google, Jaguar, Free, je pourrais en citer d'autres, OVH, Free Online et ainsi de suite, Outscale par exemple, on commence à créer une communauté de clients qui finalement, bien sûr, viennent prendre des services d'infrastructure chez Interxion, mais surtout construisent ensemble le numérique d'aujourd'hui et de demain en réalisant et en permettant des services qui n'existaient pas avant. Donc, je voudrais bien insister là-dessus. On a un rôle, et nous, on reste très humble par rapport à ça. Oui, bien sûr, nous sommes des très gros investisseurs parce qu'un bâtiment data center, c'est très capitalistique. Hein. Notre dernier data center MRS3, c'est 140 millions d'euros d'investissement. C'est donc effectivement quelque chose de très lourd à porter, mais ce sont surtout nos clients. Et là, toutes les équipes Interxion internationales ou locales à Marseille sont extrêmement concentrées pour faire attention que nous ayons bien une communauté présente au sein des différents data centers qui permet de donner de la valeur les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que Marseille, et je vais conclure sur ça, à notre connaissance, c'est le seul cas des 20 ou 30 dernières années où une ville, finalement, n'ayant pas d'infrastructure, est devenue majeure au niveau mondial. Plus vite que Singapour, plus vite que Hong Kong, plus vite que New York. Excusez du peu. Et quel regard, du coup, portez-vous sur Marseille, son évolution de manière plus globale, en fait Alors, je ne vais pas rentrer dans les poncifs parce que moi, je suis un Parisien, bien que depuis 6 ans, je viens tous les 15 jours à Marseille. Donc, j'ai appris à apprécier, plus qu'à apprécier, à aimer cette ville et surtout les gens qui y travaillent. Et je vais vous dire très honnêtement et très franchement, j'ai été extrêmement étonné du dynamisme de la population à Marseille. Quand je dis Marseille, Marseille et sa région, donc bien au-delà, mais aussi
très très loin de certains clichés qu'on pouvait avoir et qui sont communément transportés soit par les médias, soit par des opinions. Enfin, comme d'habitude, un cliché, c'est un cliché, donc ça ne vaut pas grand-chose. Et moi, je dois vous avouer que toutes les équipes d'intersection internationales, ou celles à Marseille que nous avons recrutées, ou des fois déplacées de Paris à Marseille, on a été extrêmement séduits et surtout impressionnés par la qualité des services, la qualité surtout de l'accueil que nous avons reçu en tant que nouveaux venus, surtout qu'on fait un peu de bruit tant pendant qu'on construit des bâtiments que la place simplement qu'on occupe de par ce côté très visible de nos investissements. Un peu, vous l'avez souligné, un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement déjà en 6 ans. Nous lançons notre 4e bâtiment, c'est à nouveau 140 millions d'euros d'investissement sur le port de Marseille. Donc on est sur des chiffres importants, mais les services publics, les services de la mairie, de la préfecture, de la métropole, de la région ont été extrêmement rapide et surtout disponible pour nous introduire auprès des milieux marseillais, nous faire comprendre un petit peu qui faisait quoi et surtout nous éviter de perdre du temps parce que dans un métier où on travaille à la milliseconde, le temps, c'est plus que de l'argent, c'est un enjeu. Et là, je dois dire que j'ai été, à titre personnel, mais toutes mes équipes également, extrêmement favorablement surpris. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un formidable bouillonnement de start-up, de TI, de PME, de volonté de faire bouger les choses. Et je m'aperçois finalement que les acteurs économiques de la région ou de la ville au sens étendu ont assez vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient obtenir de cet investissement majeur et de l'arrivée de ces grands joueurs internationaux. Parce qu'il faut que là aussi je sois très honnête avec vous. Nous sommes venus à Marseille pour aider nos clients, Microsoft, Facebook, Twitter, Disney ou China Mobile, China Telecom, à créer ces infrastructures-là. Mais parce que ça, c'est nécessaire, c'est des volumes qui permettent d'amortir ces formidables investissements que nous réalisons. Mais tout de suite, ce sont des infrastructures qui sont disponibles et nous avons des tas de sociétés de la région, que ce soit des PME, des ETI, d'Aturex à la Société des Eaux de Marseille, en passant par le GPMM comme client, et on voit bien qu'ils bénéficient des mêmes services, des mêmes atouts que s'ils s'appelaient Microsoft, que s'ils s'appelaient Amazon ou qu'ils s'appelaient Google. Et là, je pense que un certain nombre d'acteurs, d'entreprises, encore une fois, PME, start-up ou ETI, ont très bien compris l'intérêt notamment de Marseille, mais surtout l'intérêt de ce hub que Interxion a facilité et a permis de créer. Je pense qu'ils l'ont peut-être plus vite, alors peut-être par la proximité, plus vite compris que, par exemple, certains grands groupes du CAC 40 à Paris qui commencent tout juste 6 ans après à se dire, tiens, oui, mais il semblerait qu'il se passe un peu quelque chose à Marseille. Ce qui est paradoxal, parce que je peux vous dire que dans la Silicon Valley, à New York, à Hong Kong ou à Pékin, tout le monde le sait. Et on n'a pas forcément besoin de leur présenter 50 slides pour leur expliquer ce qui est en train de se passer à Marseille. Et en termes donc d'attractivité du territoire, d'emploi, et surtout, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, d'opportunités business pour les entreprises, ce hub, qu'est-ce que ça représente en fait, le fait de devenir un hub mondial? On imagine qu'en termes d'opportunités, ça va être gigantesque dans les années à venir. Ça serait long peut-être et compliqué d'expliquer, mais peut-être que je peux donner une image assez simple. Finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, ça reste de l'informatique et des télécoms. Et dans ce métier, il y a une notion finalement assez simple, vous ne pouvez rien faire tout seul. Vous pouvez vous appeler Monsieur Total, qui est un de nos gros clients historiques. Monsieur Total, c'est le plus gros budget informatique de France, c'est plus de 700 personnes à la DSI. Monsieur Total, il ne peut rien faire tout seul. Monsieur Total, il a besoin de réseaux télécoms, il a besoin de plateformes de cloud, il a besoin d'intégrateurs, de sociétés de services informatiques comme les Accenture, Capgemini, Atos et autres qui sont nos clients. Il a besoin de s'interconnecter avec d'autres entreprises de son écosystème. Il a besoin surtout de s'assurer d'un certain nombre de certifications, de continuité de service et puis maintenant de plus en plus, on en reparlera, de problématiques d'empreinte carbone. Voilà, Monsieur Total, il a tout intérêt, et c'est ce qu'il fait, à venir se mettre au milieu d'un hub pour pouvoir à un moment donné se connecter avec Microsoft, se connecter avec un intégrateur, se connecter avec une web service company, se connecter avec un réseau télécom angolais et ainsi de suite. Ce qui est vrai pour Monsieur Total
est complètement vrai pour une start-up, une PME ou une ETI de la région, ou même un service public de la région. Je vous donne un exemple. Quand le RIP, c'est-à-dire le réseau d'initiative publique du pays d'Aix-en-Provence, qui s'appelle CAPEX, s'est connecté à nos data centers de Marseille, ils ont permis immédiatement, c'est pas moi qui le dis, c'est leur président, et ils ont permis immédiatement de baisser les coûts de 40% pour tous leurs membres et tous les coûts télécoms, j'entends, et toutes les sociétés qui étaient connectées à ce réseau de fibre optique du pays d'Aix. Alors ça, c'est l'effet immédiat avec un impact coût, une facilité, un choix, une concurrence et ainsi de suite. Mais derrière, une fois connectés, c'est toutes les sociétés, les PME du pays d'Aix qui peuvent aussi s'interconnecter avec Monsieur Microsoft, s'interconnecter avec Jaguar Network, s'interconnecter avec un quelconque acteur chinois. Et donc, encore une fois, revenir sur ces principes fondamentaux que comme je ne peux rien faire tout seul, et que je dépends des autres, autant me trouver au bon endroit pour m'interconnecter avec eux et surtout le faire de façon agile, rapide, évolutive et surtout à moindre coût. Je vais pousser le bouchon un peu loin. Nous avons certains clients qui se payent intégralement la prestation d'hébergement chez Interxion simplement sur les économies télécom réalisées. Et non pas parce qu'on est plus malin que quiconque, encore une fois, mais tout simplement quand vous avez, comme chez nous, dans le hub de Marseille, 165 backbones et on en rajoute un ou deux toutes les 15 jours ou tous les mois dans notre hub, vous avez forcément une énorme concurrence. Et à ma connaissance, on n'a jamais trouvé mieux que la concurrence pour augmenter la qualité et faire baisser les prix. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on offre une place de marché. On offre des choix et donc du coup la proximité physique, la chance pour les PME, et c'était peut-être l'objet de votre question, pour les PME, les startups ou les entreprises ayant surtout et particulièrement une vocation à l'international, vous êtes une start-up à Marseille, c'est l'occasion rêvée pour vous interconnecter avec Tencent, les Chinois, vous interconnecter avec Microsoft, vous interconnecter avec des acteurs de gaming qui sont présents dans nos data centers, avec des content delivery network. Un exemple que certains maintenant à Marseille connaissent, quand Disney, en mars 2020, a décidé de lancer son offre Disney+, à travers toute l'Europe, c'est Marseille qu'ils ont choisi pour mettre toutes leurs machines et s'interconnecter avec tous les réseaux mondiaux. Si monsieur Disney, depuis Los Angeles, est capable de se dire que c'est à Marseille qu'il doit poser ses machines, c'est qu'il a peut-être une bonne raison. Et donc, effectivement, pour les entreprises du territoire, avoir à proximité immédiate plutôt l'aéroport de Marseille, l'aéroport de data de Marseille, plutôt que l'aéroport de Bergerac ou de Limoges, oui, c'est un énorme atout. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même s'il y aura des créations d'infrastructures avec la 5G notamment et ce qu'on appelle le edge à travers le territoire, ça n'aura rien à voir avec les deux hubs majeurs français que sont Paris et Marseille. C'est comme si on comparait le championnat de foot du dimanche matin avec la Ligue 1. C'est exactement la même chose qui va se passer. Alors c'est une chance pour la France, c'est une chance parce que la France, de par sa géographie, et on voit bien que là, encore une fois, il y a une dimension physique, va être le seul pays d'Europe à avoir deux hubs. L'Espagne à Madrid, point barre, ça ne sera pas Barcelone ou Valence. Là, les Pays-Bas, c'est Amsterdam, ce n'est pas Rotterdam ou Eindhoven. Pour la France, on a un cas très particulier. C'est parce qu'on est à la fois de l'ouest, du nord, du sud et un petit peu de l'est, mais pas trop de l'est quand même. Mais surtout qu'on a la chance d'avoir la façade atlantique et donc les États-Unis face à nous. Et puis surtout, on a la Méditerranée qui nous interconnecte depuis plus de 2600 ans avec le reste du monde. Et alors, depuis tout à l'heure, vous décrivez alors un secteur en constante évolution. La crise sanitaire là, a accéléré le process pour bon nombre d'entreprises dans tout ce qui est digitalisation. Quel a été l'impact de la crise? Quel est l'impact encore aujourd'hui de la crise sur Interxion et le secteur? Est-ce qu'il y en a un écoutez, à un moment où il y a tellement d'entreprises ou de particuliers qui souffrent économiquement, surtout, même des fois un peu moralement, de cette situation sanitaire inédite, c'est un petit peu indécent de le dire, mais Interxion et notre activité fait partie des grands gagnants, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, de cette crise. On a fini l'année 2020 avec une croissance supérieure à 15%, c'est juste considérable pour un acteur d'infrastructure. On prévoit 17% de croissance pour cette année, donc c'est des chiffres assez impressionnants. Et pour revenir sur Marseille, on a fait 44% de croissance à Marseille en 2020. Enfin, c'est juste extraordinaire ce qui s'est passé à Marseille. Alors bien sûr, ce sont des phénomènes d'accélération
Je ne vais pas ressortir des poncifs que maintenant on commence à avoir, mais effectivement, le télétravail, la nouvelle organisation des entreprises, le lancement de nouveaux services digitaux vont dans le sens de plus de machines, plus d'interconnexions, donc forcément plus de choses chez Interxion et dans nos data centers, et notamment à Marseille. Mais d'un autre côté, ce qui a été aussi, je pense, plus important, surtout pour nos clients, même si on a pu les accompagner dans tous les changements extrêmement rapides et nécessaires qu'ils souhaitaient, c'est que notre mission principale, encore une fois, qui est d'assurer une continuité d'activité 24 heures sur 24, les équipes d'Interxion, et notamment à Marseille, l'ont rempli à plus que 100%. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la crise, les problématiques d'accès, les problématiques de circulation, de couvre-feu, de confinement ou quoi que ce soit, a empêché de remplir la mission principale qui est que nos clients sont chez eux, chez nous, peuvent venir toucher et jouer avec leur machine à tout moment et qu'ils peuvent, s'ils ne le souhaitent pas, demander à Interxion de se substituer pour des gestes de proximité et permettre justement de faire les évolutions nécessaires parce que vous savez, les machines, ça bouge sans arrêt, c'est remplacé, ça tombe en panne, il faut interconnecter, il faut augmenter plus de bandes passantes, enfin des tas de choses qui sont passées. Et là, encore une fois, chapeau à mes équipes à Marseille, notamment, mais presque partout en Europe. Mais à Marseille, on a été extrêmement sollicités et on a répondu présent et ça je suis très très fier de ce qu'ils ont pu faire pour nos clients internationaux ou français. Alors Interxion, c'est aussi un engagement fort. La neutralité carbone a été annoncée pour fin 2020. Ce qui en fait le premier acteur data center éco-responsable en France. Donc, la neutralité carbone, vous allez effectivement développer ce sujet. Je voulais savoir également concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour réduire les émissions de CO2 ? Alors, moi j'ai la chance, je pense que c'est une chance, d'être dans ce métier depuis très longtemps, parce que comme je disais, ça fait 21 ans. Je suis toujours surpris que même 21 ans après, je ne parle pas d'un particulier qui forcément n'est pas près de ce type d'infrastructure, mais en tout cas même certaines sociétés utilisant pour la plupart ou ayant des data centers se disent que le data center consomme de l'électricité, peut éventuellement même polluer ou quoi que ce soit. Chez Interxion, on a voulu tordre le cou à cette idée, mais pas simplement en le clamant, en le démontrant. Ça s'appuie finalement, je ne vais pas là aussi réinsister sur les enjeux forcément nécessaires au titre des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Je pense qu'il suffit d'offrir et de regarder 2 secondes BFM TV pour l'entendre dit par tout le monde. Donc, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas rentrer là-dessus. On est très conscient chez Interxion dans le groupe et également avec DRT depuis que nous avons fusionné en mars dernier, qu'il y a un enjeu et surtout une responsabilité fondamentale des acteurs de data center, parce que je suis persuadé, mais ça c'est à titre personnel, que les grands enjeux de demain, c'est plus les entreprises que les pouvoirs publics qui vont les résoudre. Pour plein de raisons, ça serait trop long, on pourrait faire un webinar rien que sur ce sujet-là, à mon avis. Les entreprises ont l'habitude d'être agiles, elles ont l'habitude de travailler en mode projet, elles ont l'habitude d'avoir des salariés motivés et orientés et de pouvoir agir relativement vite. Et nous, on a sorti depuis très longtemps cet enjeu-là, puisque dès 2014, nous avions choisi, alors ça paraît pas si lointain que ça, mais enfin, je peux vous dire que dans notre industrie, 2014, c'est presque de la préhistoire. On avait sorti l'enjeu fondamental et attendu par certains de nos clients, notamment sur l'achat d'énergie verte et renouvelable, mais surtout réinjecté dans le réseau français pour diminuer le maximum de l'empreinte carbone locale. On est allé bien plus loin puisque depuis notre origine, nous savons très bien, parce que c'est aussi, il faut être honnête, un enjeu financier majeur, nous avons travaillé depuis plus de 20 ans sur l'efficience énergétique. Donc le premier pilier de cette réflexion, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'utilise pas. Parce que je vous ai parlé de l'usine électrique du data center, c'est des concentrations électriques que peut-être les gens qui nous écoutent ce matin ne connaissent pas. Le dernier data center d'Interxion à Marseille, MRS3, c'est 24 mégawatts de capacité. 24 mégawatts, c'est ce que consomme une ville de 30 à 40 000 habitants.
Donc, ces habitants, ces commerces, ces activités, ces industriels, ces services publics, tout ça, c'est concentré dans un seul des data centers d'Interxion. Donc, gérer de l'énergie, c'est notre métier aussi. On a parlé beaucoup du hub, de la circulation des data, comment atteindre des services et promouvoir ces services à l'international, mais c'est aussi et surtout gérer une usine. Ce que nous faisons depuis très longtemps. Et là, il faut bien constater que nous sommes devenus des experts. Nous sommes devenus des experts depuis longtemps avec beaucoup d'innovation. Juste un exemple, par exemple, ça fait depuis 2006, donc très longtemps, que nous distribuons l'électricité à l'intérieur de nos bâtiments en 20 000 volts. Alors, ça a l'air bizarre comme remarque, mais ça veut dire que nous distribuons exactement au même niveau de tension qu'Enedis. Et comme peut-être certaines personnes qui nous écoutent se rappelleront leur cours de physique, plus la tension électrique est haute et moins il y a de pertes. Donc, si on surinvestit sur des systèmes de distribution très particuliers, c'est pour justement aller, entre autres, vers de l'efficience énergétique et de la fiabilité de nos infrastructures. On pourrait décliner, on a plus de 45 mesures pour travailler sur l'efficience énergétique, soit sur des choix de design au moment de la conception des bâtiments, qu'au titre des opérations quotidiennes, donc beaucoup de petits gestes également, mais qui font qu'à la fin, un bâtiment est plus ou moins vertueux. Et nous nous efforçons d'avoir des bâtiments vertueux pour pouvoir justement accompagner nos clients dans cette vertu éco-responsable. Alors, on est allé beaucoup plus loin, et vous avez, merci de le souligner, parce que quand nous avons annoncé à nos confrères et même à la presse que nous allions être neutres au niveau carbone sur le scope 1 et 2, c'est-à-dire la seule chose que les gens savent faire aujourd'hui, dès maintenant, et pas en 2030, comme c'est la recommandation de l'Union européenne, ou 2050 pour l'accord de Paris, effectivement, beaucoup de gens se sont dit « Oh, peut-être qu'Interxion a beaucoup d'avance ». Et je pense qu'on a effectivement beaucoup d'avance, mais d'ailleurs, d'un autre côté, je pense qu'il est intéressant de se dire que, en montrant peut-être un peu l'exemple, nos confrères divers et variés vont peut-être nous accompagner aussi dans ce mouvement nécessaire pour les villes, pour les citoyens, pour la planète tout simplement. Et le but du jeu, c'est pas de rester unique, c'est de montrer que si on veut, on peut. Et effectivement, on peut. Et quel est l'impact de cet engagement sur vos clients? Alors, la décarbonisation de leur IT. Alors, c'est le premier bénéfice, il est fondamentalement pour nos clients. Un client qui décide de fermer sa vieille salle informatique, pas forcément très bien gérée, pas forcément très efficiente, pour venir dans un data center Interxion, c'est la garantie qu'il va avoir l'empreinte carbone la plus faible possible aujourd'hui disponible dans un data center en France. Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire que lui-même peut réintégrer beaucoup de nos clients parmi des compagnies d'assurance, par exemple comme Allianz ou Total, que je citais tout à l'heure, réutilisent nos chiffres et nous demandent de communiquer les chiffres pour qu'ils puissent eux-mêmes l'intégrer dans leur RSE. Donc, on voit bien qu'il y a un impact. Il faut que je sois aussi honnête avec vous, comme toujours. Moi, je ne suis jamais en langue de bois. Il y a un impact financier aussi pour nos clients. Moins votre bâtiment consomme, moins la facture d'électricité est lourde. Et ça, faut pas se leurrer. Alors, il y a bien sûr une conscience éco-responsable, c'est fondamental. Et là, il faut que je vous dise, nos clients américains sont très clairement beaucoup plus exigeants que nos clients français. Là aussi, on voit encore dans cette dimension internationale de l'APEX que les clients ne sont pas les mêmes partout, ne sont pas les mêmes consciences, ne sont pas les mêmes pressions. Et d'ailleurs, pour être là aussi tout à fait honnête, en 2014, quand nous avons choisi de faire pour 100% notre énergie de l'énergie verte et renouvelable, c'est parce qu'un de nos très gros clients américains, pour ne pas le citer, Salesforce, exigeait que nous ayons de l'énergie renouvelable. Alors pour un client, en fait, on l'a transformé pour tous nos clients. Plusieurs centaines de clients ont pu bénéficier de ce choix et finalement cette demande de Monsieur Salesforce, et on ne peut que s'en réjouir aujourd'hui. Donc il y a un enjeu financier, c'est clair. Il y a un enjeu de bénéfice client et c'est une image un peu triviale, mais c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés que vous. Avant, il y avait des mesures comme la jupette ou la baladurette pour changer les vieilles voitures, pour les remplacer par des voitures plus économes. C'est exactement la même chose. La meilleure façon, c'est peut-être justement de pouvoir se dire que finalement, la meilleure chose qu'on puisse faire pour la planète, c'est de fermer sa petite salle informatique et télécom dans un coin et de le mettre dans un data center expert.
Donc, le data center de demain, c'est quoi? C'est un data center éco-responsable? Comment on peut imaginer l'évolution du métier, du secteur dans les... Les bâtiments, de toute façon, par dimension réglementaire, par volonté politique également, par statut aussi, hein, puisque Interxion fait partie maintenant de ce qu'on appelle les électrons intensifs, et donc à un statut particulier, nécessiteront de travailler toujours vers plus d'efficience et vers l'absence d'empreinte carbone. Donc ça, c'est notre défi de tous les jours, c'est ce que nous réalisons avec les équipes tous les jours. C'est un choix qui d'abord au début coûte, mais qui est indispensable et incontournable. Alors, il faut être clair, on mesure ça chez nous dans ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle le PUE, qui est un ratio entre le nombre de kilowatts que vous prenez sur le réseau et ce que vous restituez aux machines des clients. Il y a une dimension fortement asymptotique, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous commencez à frôler la ligne des abscisses, hein, vous ne pouvez plus trop réduire, ce qui n'empêche pas de chercher sans arrêt des nouvelles innovations. Nous travaillons là en ce moment sur un refroidissement eau et pas que eau-air, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle du free cooling. Donc là, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais toutes les équipes d'Interxion sont mobilisées pour des initiatives et des fois des points mineurs. On a fait par exemple plusieurs millions d'euros d'investissement récemment à Marseille pour modifier des systèmes de refroidissement. Mais par exemple, sur mon site MRS1 à Salingros, à côté de l'hôpital européen, rien en changeant un système d'osmoseur d'eau, pour rentrer un peu de technique, on a évité 28% de consommation d'eau. Donc, et ça, c'était un investissement à 75 000 euros. Donc, c'est pas, au regard des centaines de millions qu'on investit, c'était pas majeur. Donc, vous voyez, on a une recherche permanente d'optimiser et surtout de rechercher et de traquer le moindre petit élément qui permettrait justement d'aller vers quelque chose de toujours plus vert. Et encore une fois, pour le bénéfice de nos clients. Parce que encore une fois, ce sont nos clients qui sont chez eux, chez nous. Ils ont un petit bout d'Interxion tous les jours, un petit bout du data center d'Interxion. Alors certains des très grands bouts, hein, que ce soit Microsoft ou Amazon, par exemple, à Marseille, c'est des très très grands bouts. Merci Fabrice. Alors merci pour ce partage. Je pense qu'on a des questions. J'ai monsieur Jean-Claude Vaquette, si vous m'entendez. Ouvrir votre micro. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour. Merci pour cette présentation très, très complète. Pour revenir sur l'origine du développement des data centers sur Marseille, vous disiez que c'était les Américains donc, qui étaient demandeurs. Et donc, je souhaitais savoir quelle était la part de marché des entreprises américaines sur le chiffre d'affaires marseillais. Savoir aussi quel est le rôle d'Interxion par rapport à un ASP serveur que j'ai identifié plutôt concurrent et quel est le potentiel de développement encore puisqu'il y a un 4e data center qui va se faire. Donc, quels sont les objectifs de création et notamment en ressources humaines puisque je gère un cabinet de ressources humaines. Merci. Alors là aussi, beaucoup de questions. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai tout à l'heure parlé du PIB informatique, hein, c'est-à-dire la somme de tout ce qui est investi sur un territoire. Quand on regarde au niveau de la France, les entreprises américaines dépassent les 50% de l'investissement réalisé. La tech, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, elle sera peut-être chinoise un jour, mais aujourd'hui, elle est quand même très, très, très américaine. Donc, je ne vais pas citer des poncifs des grandes sociétés américaines. Il y a 5 sociétés qui, à elles seules, font plus que la valeur du CAC 40 ou voire même du PIB français. Enfin, on est sur une dimension tout à fait particulière. Généralement par ville, donc par exemple si on prend Francfort, Madrid ou Paris, vous avez une sorte de répartition à 50-50 entre les clients étrangers et les clients nationaux. À Marseille,
on est dans un cas très, très particulier puisqu'on dépasse les 80% de clients internationaux. On voit bien tout l'intérêt par rapport à l'APEX, que c'est un aéroport international. C'est la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec des Indiens, des Américains et de le travailler physiquement au niveau numérique dans ce hub de Marseille. Les Américains, effectivement, ont une conscience très, très forte des notions d'infrastructure. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils avaient identifié Marseille, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du virtuel. Vous savez, le numérique, ce n'est pas Blablacar et Mythique. Le numérique, c'est des machines, c'est des services informatiques. C'est 80% des échanges sont réalisés de machine à machine. Et non pas de humain à machine. Donc, on a peut-être une perception et peut-être une connaissance et une avance très claire, même si beaucoup de sociétés françaises sont extrêmement dynamiques et très pointues dans leurs services. Alors, je comprends votre confusion sur votre remarque par rapport à SP Server, parce que c'est un problème de français, c'est un problème de langue. En français, nous avons un seul mot qui s'appelle hébergement, quand les Anglais en ont 5. Donc, si les Anglais sont un petit peu plus précis avec 5 mots, c'est que, bien sûr, il y a 5 réalités différentes. Ce que le métier d'interaction, c'est, comme vous l'avez, je pense, compris, c'est de réaliser des infrastructures dans lesquelles nos clients amènent leur puissance informatique et télécom. Donc, nous, en anglais, ça s'appelle colocation, c'est-à-dire le fait de faire de la mutualisation, de localisation d'infrastructures. Ce sont des usines, comme je le disais, dans lesquelles nos clients viennent poser leurs machines. ASP Server, que vous citiez, est un de nos clients. Donc ASP Server a des capacités informatiques à la Ciotat, et puis ASP Server a finalement plus de machines chez nous dans nos data centers de Marseille. Parce que dans ce métier-là, tout le monde travaille avec tout le monde. Par exemple, Capgemini on en parlait avec Paul tout à l'heure, Capgemini est un client historique d'Interaction, mais Capgemini, sur certains dossiers, a aussi ses propres data centers et peut être son concurrent. Orange est un très grand client d'Interaction, mais Orange a aussi, notamment à Paris, des data centers qui offrent même des services de colocation. Donc, exactement. Donc, on peut très bien être client-fournisseur d'un côté, concurrent de l'autre, partenaire prestataire de l'autre. C'est un métier qui bouge sans arrêt. Voilà. Et sur les notions de recrutement, alors propre à Interaction, encore une fois, le métier de data center, vous l'avez compris, c'est un métier d'infrastructure. Donc, chez nous, on n'est pas avec des geeks qui font de la programmation de code. Ce sont des métiers de support client, de gestes de proximité, d'infrastructure. Donc, on va trouver des gens avec des grosses compétences en électricité, en électrotechnique, en électromécanique. On a même des logisticiens chez Interaction. Un data center, c'est des milliers de livraisons par an dans nos bâtiments. Donc, on a des gens qui, comme dans un entrepôt Amazon, gèrent des colis, des palettes et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on est très, très loin de l'image au cas où c'est que de la tech avec des gens bizarres qui travaillent la nuit dans un sofa et qui font du gaming et qui tuent des aliens. C'est pas du tout ça. On a bien sûr des compétences de ce type, mais avant tout, ça reste une dimension industrielle pour donner un service numérique, pour pouvoir permettre la transformation digitale des entreprises ou des services publics. Donc, vous voyez, c'est extrêmement varié. Ce sont plus nos clients qui commencent à recruter pour pouvoir justement travailler à proximité des machines qu'ils mettent chez nous. Nous hébergeons à Marseille des ingénieurs et techniciens de Microsoft, par exemple, qui ont choisi d'être dans des locaux à l'intérieur de nos data centers pour être au plus près des machines, parce qu'on est sur des services tellement je dirais, importants et impactants pour leurs propres clients finaux qu'il faut qu'ils puissent réagir à la minute. Et il ne s'agit pas d'envoyer depuis Los Angeles ou Paris quelqu'un par avion pour réparer une machine ou un programme. Donc, on a tout cet écosystème qui se crée autour de nous, un petit peu, si vous voulez, comme c'est une image que je prends souvent quand on a une usine automobile comme, je ne sais pas moi, Toyota à Valenciennes, et puis tout autour, vous avez finalement les 3/4 de l'espace de l'usine qui sont utilisés par les sous-traitants et qui amènent les pneus, la carrosserie ou quoi que ce soit, la peinture pour pouvoir réaliser des voitures. C'est exactement le même système, sauf que là, ce n'est plus des voitures, c'est du numérique qui se construit autour du hub d'Interaction. Merci Fabrice. Merci. Est-ce que nous avons de nouvelles questions? Alors, j'ai une question, effectivement, Monsieur Vitosti, je vous laisse la parole. Il faut activer votre micro. Hop.
Alors, j'ai une question, je ne sais pas si la personne entend effectivement. Alors, une entreprise française qui a son activité à l'international, sur quels critères va-t-elle choisir tel hub plutôt qu'un autre, en fait? Comment ça se passe? Il n'y a pas de choix à faire finalement. Donc, vous m'entendez là? Ouais. Ah, on vous entend, je vous en prie. Bonjour Fabrice et Yandy. Ma question, Bonjour. quand je suis entreprise française internationale, sur quels critères je vais choisir si je vais m'installer à Paris ou à Marseille? Oh, alors ça c'est une question où les cas sont tellement différents que ça serait assez compliqué pour moi de donner une généralité. Mais je peux peut-être donner 2-3 exemples. Si, par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait réel, sans citer le nom du client, parce que là, j'ai une notion de confidentialité. Nous avons des clients qui ouvrent des services d'infrastructures techniques, hein, rien de numérique, avec des usines et autres, sur certains pays du sud de l'Afrique. Bon, donc sur Angola, Namibie, Afrique du Sud et Mozambique. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Il va bien falloir que les sièges français, le siège social français, j'entends, et les équipes puissent communiquer avec ces nouvelles équipes qui créent au sud du continent africain. Le choix qu'ils ont fait de venir chez Interaction à Marseille, c'était fondamentalement pour avoir de façon extrêmement rapide et surtout, encore une fois, à moindre coût, toutes les solutions télécom pour pouvoir accéder à ces nouvelles agences, à ces nouvelles infrastructures portuaires notamment, qu'ils déployaient sur ces pays africains. Donc ça peut être un choix, par exemple, de réseau télécom. Ça peut être aussi un choix dans la dimension internationale de se dire, tiens, je viens de trouver un nouveau partenaire pour faire du trading financier avec la bourse de Dubaï ou de Mumbai. On a, dans les derniers mois, on a eu des sociétés qui ont bougé de Londres à Marseille pour venir justement mettre des plateformes de trading. Donc là, on est sur du trading financier, vous voyez, rien à voir avec des notions télécom. Et ils se sont aperçus que finalement, en étant à Marseille, ils gagnaient quelques millisecondes par rapport à Londres et que ça leur permettait d'avoir un avantage concurrentiel sur les notions de pricing des actions. Donc là, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques du speed trading, comme on dit. Mais que ça leur donnait un avantage concurrentiel par rapport à leurs confrères restés sur la plaque de Londres. Donc, vous voyez, ça peut être aussi un choix, tout simplement, de bénéficier d'un atout technologique et surtout du temps de latence que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça peut être également des sociétés qui, par exemple, réalisent une partie de leur infogérance en Inde et finalement s'aperçoivent que la façon la plus rapide pour pouvoir échanger, donc avoir la meilleure expérience utilisateur, c'est d'être sur les gros backbones indiens, des opérateurs télécoms indiens, et donc d'interconnecter Hyderabad ou New Delhi ou Mumbai avec Marseille le plus vite possible. Donc on voit bien que ça couvre complètement des champs différents, mais encore une fois, hein, ça reste de l'infrastructure. Donc c'est pour donner une réponse un peu triviale, c'est comme si je me disais, tiens, je suis à Paris, je dois aller passer un week-end dans le Périgord. Qu'est-ce que je fais? Je prends le train, je prends l'avion, je prends la voiture, je prends quelle autoroute avec ma voiture? C'est exactement la question qu'on se pose. Et ben la question pour une société de taille variée, notamment dans une dimension à l'international, c'est exactement ça. Quel type de partenaire je cherche, quel type de service, quel type de pays je veux atteindre, et finalement, est-ce que le mieux, c'est pas d'aller à l'endroit où je vais pouvoir avoir tous les choix possibles. Hein, c'est exactement ça. Marseille, avec ce hub d'infrastructure, c'est un monde de choix, c'est un monde d'opportunités parce que finalement, il n'y a pas de contraintes. Hein, tout à l'heure, on projetait une carte. Nous avons 46 pays connectés directement avec Marseille. C'est juste fabuleux. C'est 4,5 milliards de consommateurs potentiels, de clients potentiels connectés à Marseille. C'est pour les entreprises du territoire, c'est une chance extraordinaire. J'ai utilisé l'image de l'aéroport, parce que finalement, un hub, c'est comme un aéroport. C'est exactement la même chose. Si vous êtes à côté de Roissy-Charles de Gaulle, vous pouvez très bien décider dans 2 heures de partir au Japon. Si vous êtes à l'aéroport de Bergerac, ça va être un peu plus compliqué. D'accord, merci beaucoup. Et si je suis Google, j'ai intérêt d'être partout alors, à Paris et à Marseille.
Alors là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, on parle de très, très gros acteurs qui ont des positionnements mondiaux par nature. Et qui peuvent avoir des enjeux multiples d'ailleurs. Ils ont un acteur comme Google, pour répondre à ce point-là, c'est un acteur qui est devenu majeur, par exemple, dans le financement des câbles télécoms sous-marins privés, hein, c'est-à-dire que là, ils ne passent plus par des consortiums d'opérateurs, ils fabriquent leurs propres câbles sous-marins eux-mêmes, ils le fabriquent, ils le posent et puis surtout, ils l'utilisent. Ça peut être un point où se dire justement, je suis dans le hub parce que moi-même, Google, je suis une agence de pub, je suis un moteur de recherche, je suis bien plus que ça et j'ai besoin là aussi de m'interconnecter avec toutes les parties. Ça peut être également, et c'est le cas, de se dire, voilà, si on considère le territoire français, entre Paris et Marseille, il faut que chaque ville se back-up l'une l'autre, hein, c'est-à-dire puisse reprendre le service pour assurer là aussi de la continuité de service. Donc, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais qui finalement, s'ils sont vrais pour Monsieur Google, peuvent être très vrais pour une PME ou une ETI française ou allemande ou grecque. Merci Fabrice. Alors, je pense que les échanges touchent à leur fin. Paul, je vais te laisser conclure. Merci Fabrice. Avec plaisir et merci encore d'avoir été avec vous. Oui, effectivement. Merci infiniment Fabrice pour tous ces éclairages et la clarté de vos explications et les images que vous avez su prendre pour illustrer un métier qui reste complexe et simple à la fois. Et on l'a bien compris. On n'est pas obligé de parler jargon pour expliquer des choses qui finalement nous touchent tout à chacun. Hein, parce que je peux vous noyer dans plein de techniques, hein, si vous voulez. On est bien d'accord. Mais ça ne sera pas forcément très digeste le matin. On est bien d'accord. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir consacré, de nous avoir donné ce temps. On a mangé sur votre temps précieux. Je voulais juste conclure d'abord en vous disant que dans mon introduction, j'ai oublié, mais je rebondis sur un propos de Fabrice, de vous signaler que parmi ces activités, l'APEX, depuis 1 an et demi, est la cheville ouvrière d'une offre à destination des entreprises permettant la mobilité des collaborateurs. Vous avez fait allusion au fait que vous avez délocalisé des collaborateurs. Sachez qu'en 1 an et demi, nous avons accueilli, avec cette offre, accompagné plus de 100 familles qui sont venues s'installer, dont une grosse partie à l'opportunité, près de la moitié, liée à la délocalisation du siège de Seva Logistique sur la région, mais d'autres entreprises. Donc, j'en profite pour vous dire à tous que si vous avez besoin de motiver des collaborateurs pour une mobilité ou de les accompagner ou de les motiver dans vos opérations de recrutement, eh bien, vous avez une offre à votre disposition qui s'appelle Be Welcome, comme son nom l'indique, soyez les bienvenus. Merci infiniment. Prochaine séance, alors le 4 février à 8h30, comme d'habitude, un expert talk sur les problématiques de la hausse du taux de fret maritime et la pénurie de conteneurs. Quelles alternatives? Ceci avec le syndicat des transitaires de Marseille-Fos et nos amis et membres de Bolloré Logistique. Voici. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Encore un immense merci Fabrice pour votre temps et ces explications très intéressantes. Très bon développement pour Interaction et on se revoit donc dans 6 mois pour l'inauguration de MRS 20, c'est ça? Avec plaisir. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci Anna d'avoir modéré cette opération.